Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui. Attendez, je vous bouge un petit peu. Voilà. Je disais donc que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo entretien avec un auteur en auto-édition. Et aujourd'hui, je reçois Megara Nolan, qui est notamment l'auteur de la dystopie duologie de Six pieds sous terre. On a parlé de pas mal de choses dans cette vidéo, et notamment des préjugés que les auteurs avaient, et des soucis et des barrières qu'on leur mettait en étant auteur en auto-édition. Et je sais qu'il y a eu pas mal de débats en début de semaine là-dessus, c'est aussi pour ça que j'ai tourné l'interview vers ça. J'espère qu'en tout cas ça vous plaira, parce que moi ça m'a fait super kiffer de parler avec elle durant cet entretien. Je vous invite à prendre une petite boisson, un petit thé, un petit café, parce que l'entretien est un petit peu long, et je vous retrouve juste après. Ah, ici c'est Bon, bon. ben, voilà. Ben, écoute, Mégara, je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour cette Merci vidéo. à toi. Est-ce que tu veux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, présenter tes bébés et pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Ok. Je m'appelle Megara Nolan. Alors, je précise que c'est un pseudonyme parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui pensent que c'est mon vrai prénom. Non, ce n'est pas mon vrai prénom. Donc, j'ai 25 ans, j'habite à Nantes et depuis juillet 2019, je suis une autrice auto-éditée. Ça n'a pas toujours été le cas. Je suis passée par une maison d'édition avant. Et ça s'est pas très bien passé. Donc j'ai décidé de m'auto-éditer. J'ai 2 romans en auto-édition. Le premier, c'est Let It Snow, c'est un thriller fantastique. Et le deuxième, c'est Six pieds sous terre, c'est une dystopie. Et le deuxième tome sort très bientôt. D'accord. Et comment tu as découvert l'auto-édition? Tu savais que ça existait, vu que tu disais que tu as été en maison d'édition. Est-ce que tu connaissais déjà avant l'auto-édition, tu en avais entendu parler, ou tu l'as découvert juste après? Ça faisait un moment que j'avais entendu parler de l'auto-édition, mais j'avais vraiment jamais considéré ça comme une option. Comme beaucoup d'auteurs, moi, ce que je voulais, c'était avoir mon livre dans les rayons d'une librairie. Et après cette mauvaise expérience en maison d'édition, j'ai vraiment cherché un autre moyen pour me faire éditer. Et j'ai découvert le compte Instagram de Jupiter Phaeton, qui est un peu un mythe dans l'auto-édition maintenant. Euh, et en fait, j'ai décidé de me lancer tout simplement. J'ai trouvé ça hyper inspirant, sa success story. Et je me suis dit, bah vas-y, lance-toi. De toute façon, t'as rien à perdre. T'as un bouquin que tu viens de terminer. Et j'y suis allée. Voilà. J'ai un peu D'accord. brouillon, parce que je savais pas trop comment ça marchait. Et puis voilà. D'accord. Donc, ça a été un choix, l'auto-édition. Ouais, carrément. Parce Complètement. qu'il y a eu des débats, on en a parlé juste avant dans la vidéo, il y a eu des débats comme quoi l'auto-édition, c'était des mauvais livres, entre guillemets, on va pas remuer le couteau, où les auteurs, ils sont allés en auto-édition parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce qu'ils étaient refusés en maison d'édition. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce débat-là, de toi qui es auteur et qui a connu en plus les deux, du coup, l'édition traditionnelle et l'auto-édition? Je pense que en maison d'édition, comme en auto-édition, il y a des mauvais livres partout. C'est pas parce qu'on a un macaron de maison d'édition sur son roman que c'est forcément un bon roman. Et c'est pas parce qu'on est auto-édité que notre roman est bourré de fautes. Justement, le fait de connaître les processus éditoriaux d'un livre qui va passer en maison d'édition, avec toutes les corrections que ça implique, avec toutes les refontes que ça implique, ça me permet, en tout cas à moi, en tant qu'auto-édité, de savoir quelles étapes je dois faire. Et en général, toutes les étapes d'une maison d'édition, on peut les trouver assez facilement sur Internet. Ce qu'il faut, c'est se rapprocher le plus possible de corrections éditoriales que ferait un éditeur. Ok. Du coup, c'est vrai qu'en tant qu'auto-édition, en tant qu'auto-édité, pardon, on doit avoir le rôle d'une maison d'édition. On doit s'occuper de la com, on doit s'occuper de la couverture ou au moins de contacter quelqu'un qui sait le faire, de la correction. Et le plus important dans l'auto-édition, c'est la bêta-lecture. Je pense que j'insisterai jamais assez sur la bêta-lecture. C'est trouver un lecteur test qui va pointer les incohérences dans ton roman, te dire ce qui va, te dire ce qui va pas. Et c'est ça, en fait, des corrections éditoriales, et c'est ce que fait un éditeur. Du coup, si ce roman auto-édité a tout ça, je vois pas pourquoi il serait moins bon qu'un roman édité en maison d'édition. D'accord. Et du coup, selon toi, c'est quoi les avantages et les inconvénients de l'auto-édition? Le plus gros Si, inconvénient, c'est que c'est la mauvaise réputation, ouais. déjà.
Ouais. C'est vrai que... Parce qu'elle ne s'arrête pas au lecteur, malheureusement, cette mauvaise réputation. Elle, elle s'étend à tout le monde du livre. Y a certains libraires qui ne veulent pas d'un roman auto-édité dans leur rayon parce que c'est un auto-édité. Il y a certains prix auxquels on n'a pas le droit de concourir non plus. Il y a certains salons auxquels on n'a pas le droit d'aller, même si on a les sous pour les payer, c'est pas grave. Et cette mauvaise réputation, elle prend une ampleur qui est un peu impressionnante et parfois mal placée, puisque il suffit de lire la 4e de couverture ou les 3 premières pages pour savoir si un roman est Ouais, comme correct. tous les livres. Mais le plus gros avantage, ça reste les redevances. Au niveau de l'argent, en maison d'édition, un auteur va toucher entre 7 et 12% du prix de son livre. 12% étant si le contrat est très très bien négocié. Et en auto-édition, on garde entre 60 et 70% du prix de notre livre. Ok, d'accord. C'est quand même il y a quand même un gros changement. Et puis la liberté aussi, il y a certaines maisons d'édition qui vont vous demander de changer le titre, de changer des passages, de changer les noms de personnages. En auto-édition, on fait ce qu'on veut. Ouais, mais c'est cool. Non, mais c'est ce qui me semblait. En tant que lecteur, je pense que ça, on peut. Enfin, quand on n'a pas le blocage de l'auto-édition aussi, je pense que ça se ressent aussi. Moi, en tant que lectrice, je ressens tout ça, toutes les libertés que l'auteur prend et qu'il n'y a pas. Et dans l'auto-édition, on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas de barrière, que l'auteur se met pas de barrière en fait. Euh, Et au niveau, du coup, tu parlais tout à l'heure de l'organisation de la com, tout ça. Comment toi, tu t'es organisé pour tes 2 premiers livres? Comment tu as organisé la com? Est-ce que tu as fait un test de com avec ton premier livre ou tu es allé au feeling avec les gens ou tu as proposé aux blogueurs ou aux bookstagrammeurs ton livre? Ou comment Alors, ça s'est passé? pour les Titino, c'était vraiment à tâtons le plus complet. J'ai fait plein de conneries. Parce que c'était mon premier et que je débarquais dans ce truc-là, je savais pas trop comment m'y prendre. Du coup, j'ai annoncé sa sortie sur Instagram le jour de sa sortie alors que j'avais pas du tout d'abonnés. Donc pas du tout le truc à faire. Et ouais, j'ai envoyé à des blogueurs uniquement en numérique parce que j'avais pas trop de sous pour envoyer des papiers. Et il a eu des super retours, mais c'est vrai que c'était mon premier livre, que j'étais pas connue, que évidemment ça a pas fait, enfin c'est pas un best-seller quoi, du tout. Pour Six Pieds Sous Terre, j'ai appris de mes erreurs. J'ai communiqué plus en amont sur sa sortie. J'ai fait des petits teasings sur Instagram. Je me suis rapprochée aussi de pas mal d'auteurs auto-édités. Et, euh, et du coup, ça marche quand même beaucoup mieux. Et puis pour la com, j'ai aussi un peu appris à lâcher prise, entre guillemets. Au début, j'étais hyper formelle dans ce que je disais. C'était des posts hyper sérieux. Aujourd'hui, quand je fais des posts sur Instagram, j'aime bien déconner. J'aime bien raconter des petites vannes. Même si ça fait rire que moi, c'est pas grave. J'ai un peu arrêté de me prendre au sérieux là-dessus Ouais, et franchement, honnêtement, ça marche mieux depuis que je le fais. Donc, et je sais que nous, en tant que lecteurs, je sais qu'en maison d'édition normale, on va avoir l'impression que je crache sur les maisons d'édition aujourd'hui, mais c'est pas du tout ça. On ressent une compétition en maison d'édition entre auteurs. Je sais pas comment expliquer ça, même si c'est pas tout le temps cas. En tout cas, c'est mon ressenti à moi en tant que lectrice. Est-ce en auto-édité, vous êtes plus solidaire ou il y a quand même une petite compétition ou comment ça se passe? Comment tu le ressens, toi? Je sais que c'est une question peut-être bête, mais tous les livres sont différents, donc pour moi, il n'y a pas vraiment de concurrence à avoir. On a tous des histoires différentes à raconter et on a tous on n'a pas tous le même parcours parce qu'il y a plein de façons de s'auto-éditer. Mais en tout cas, on a tous des choses à dire et on a tous des conseils à s'apporter. Et du coup, on est un petit groupe à s'entraider sur Instagram, notamment avec Marie Monnier, Lucille Japonais, Lucie Huret, Amandine aussi. Et on se donne des tips. Genre l'autre jour, on ne savait pas comment numéroter une mise en page Word. Et on a galéré tout à comprendre comment ça fonctionnait. Et ben en fait, tout ensemble, on a réussi à trouver la solution. Parce que des fois, c'est vraiment des trucs comme ça. C'est con de numéroter un fichier. ouais, ben Mais moi, ce serait pas le faire, donc je te dis la vérité. c'est Mais beaucoup plus compliqué que ce qu'il n'y paraît. Mais voilà, en fait, et tout ensemble, on a trouvé la solution, on s'entraide, et c'est comme ça aussi qu'on tisse des liens et des amitiés. Après, je sais pas trop si en maison d'édition, ils sont rivaux. Moi, je connais pas mal d'auteurs en auto-édition et je le ressens pas comme ça. Après, j'imagine que peut-être entre différents auteurs de différentes maisons d'édition, peut-être.
parce que les maisons d'édition elles-mêmes se challengent un peu parfois. Mais en tant qu'auteur, j'ai quand même l'impression que globalement, il y a une bonne entente. Bah écoute, mais ça se ressent aussi, c'est aussi une part, je me permets d'intervenir, c'est aussi quelque chose que je ressens en tant que lecteur, en tant que Instagrammeuse. J'aime pas ce terme-là parce que bon, ça me plaît pas, mais ça se ressent et c'est ce qui, moi, personnellement, m'a donné envie de me tourner vers l'auto-édition aussi. On voit qu'il n'y a pas de compétition entre les auteurs, qu'il y a des liens qui se créent, qu'il y a, même avec le lecteur, je trouve que c'est vraiment Ouais. sympa, moi, personnellement. Et c'est quelque chose que, avec un auteur édité normalement, même s'il y en a, on en parlait avec Marie la première fois que j'étais avec Marie, c'est vrai qu'il y a certains auteurs qui sont hyper accessibles, mais il y a certains auteurs où on trouve qu'il y a une barrière quand même. Il y a quand même la barrière de la maison d'édition, je trouve, parfois. En tant que. Après, parfois, en maison d'édition, c'est des auteurs qui ont plus d'une quarantaine d'années et qui n'ont pas ce réflexe, nous, qu'on a, gens dans la vingtaine, d'aller sur les réseaux sociaux pour parler avec leurs lecteurs. Il y a des gens qui le font super bien, comme Victor Dixon, par exemple, qui est publié chez Ouais, c'est la collection R, c'est une Argo, maison. je crois, je sais plus. Ouais, Non, pas chez Robert Laffont, la collection R. Robert Laffont, pardon, voilà, Robert Laffont. Et je vois souvent qu'il reposte les chroniques de ses lecteurs et tout, et je pense qu'il est quand même assez proche de ses lecteurs, même si ça reste un gros auteur de maison Bah, moi, je d'édition. l'ai rencontré l'année dernière et c'est vrai qu'il est ultra cool. Pour l'avoir rencontré en vrai, il est ultra. Ouais, Il parle avec passion de ses livres, donc et ouais, voilà, c'est ça. c'est. Moi, c'est pour ça que j'aime ce contact avec l'auteur quand je lis, que ce soit un auto-édité ou pas. Hein. Tu as vu comment je marchais, j'aime bien contacter quand je suis pas bien, quand je suis une chapitre, je suis en PLS, je fais ma story. Et j'aime bien l'échange qu'il y a avec l'auteur parce que justement, je trouve que c'est l'auteur qui parle le mieux de son livre. Même si nous, après lecteur, on peut en parler aussi. C'est l'auteur qui défend le mieux son livre. Je trouve, après, c'est mon point de vue à moi. Je sais pas ce Ah, que tu en mais penses, moi, je toi. suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Je trouve que moi, j'aime l'échange. Tu vois ce que je veux te dire? J'aime bien avoir un échange. Il y avait les auto-édités, il y a cet échange qu'on peut pas forcément avoir avec un auteur édité, même si, voilà, il y a des exceptions à tout, hein. Il y a des exceptions à tout. Euh, voilà. Et du coup, est-ce que tu penses que le fait que les auto-édités, pour la plupart, sont édités sur Amazon, ça soit un frein à lire pour certaines personnes, vu la réputation qu'a Amazon, ça peut être un frein à l'auto-édition pour, ça peut être, je sais pas comment t'expliquer, excuse-moi, j'ai essayé de préparer un minimum, mais c'est compliqué. Est-ce que tu penses qu'Amazon, ça peut être un frein pour certains lecteurs qui sont contre Amazon à lire de l'auto-édité? Ouais. Ouais, carrément. Moi, j'ai certains de mes contacts, quand j'ai commencé avec la Titino, qui m'ont dit: «Ah, j'ai bien envie de lire ton livre, mais il est que sur Amazon». Ok. Je me suis trouvée un peu emmerdée parce que je me suis dit: «Bah, je perds un lectorat quand même». Et donc, j'ai cherché à enlever les Titino de l'exclusivité Amazon. Et ça marche pas du tout. Hein. Enfin, en tout cas, pour moi, ça n'a pas du tout marché. Je l'ai mis sur Kobo de la Fnac et sur d'autres plateformes. Et les gens qui m'ont dit qu'ils l'achèteraient s'il n'était pas sur Amazon, bah, ils l'ont pas acheté. Du coup, bah. Là, je pense que c'est peut-être une excuse qu'ont les gens aussi, des fois, Ouais. parfois. Après, je pense qu'il faut aussi s'enlever de l'idée qu'Amazon, c'est vraiment le gros méchant. Je veux pas passer pour la grosse capitaliste en disant ça, mais Amazon, à la base, c'était juste un moyen d'éditer son livre. Après, c'est devenu tout ce que c'est, la grosse plateforme, etc. Mais en termes de rémunération pour les auteurs, sur le marché de l'édition, on ne fait pas mieux. On est payé tous les mois, on est payé 70% de nos livres. C'est désavantageux pour nous d'aller ailleurs. Du coup, Ah, quand vous achetez clairement. un roman auto-édité sur Amazon, on peut critiquer la plateforme, on peut critiquer ce qu'on veut, mais c'est l'auteur que vous allez aider, plus Mm. que la plateforme. Ah oui, c'est sûr. Non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Et, et est-ce que toi, parce qu'on parlait des libraires tout à l'heure, est-ce que tu as essayé déjà de proposer ton livre en librairie ou pas du tout? Alors, moi, les Titno, il est dispo en librairie, mais il est dispo sur les sites des librairies, c'est-à-dire qu'il faut le commander quand même par Internet, mais il n'est pas en rayon. D'accord. Et il n'est pas en rayon parce que m'acheter un stock avec ce nouvel imprimeur qui est français, ça me coûte considérablement de l'argent. Et qu'il faudrait que je donne des exemplaires gratuits en fait, de mon livre aux libraires pour qu'ils puissent se faire leur propre idée. Et je voulais le faire juste avant le début du confinement et après il y a eu le confinement. Donc c'est prévu, mais pas tout de suite. D'accord. Et ce sera que pour les Titno.
Ben, c'est déjà bien. Et là, du coup, tu as parlé de six pieds alors, t'as parlé de six pieds sous terre tout à l'heure. Est-ce Ouais. que au niveau de la promo du tome 1, là on sait qu'il y a le tome 2 qui va sortir en juin, tu as annoncé hier. Est-ce que pour la promo du six pieds sous terre, tu as réagi, je sais pas comment expliquer, tu as géré la promo différemment? Je sais pas si la question a Ouais, été claire. oui, oui. J'ai géré la promo différemment. Déjà, j'en ai parlé en amont. Et, euh, et comme je dis, comme j'avais commencé à parler à plein d'auteurs dans cet intervalle entre le moment où j'ai sorti La Techno et le moment où j'ai sorti Six Pieds Sous Terre, j'ai bénéficié de plein de partages de leur part. Parce que c'est ça aussi comme ça qu'on s'entraide. On partage en fait quand un auteur va acheter son livre, enfin va publier son livre. Du coup, il y a plein de gens que je ne connaissais pas qui ont acheté Six Pieds Sous Terre dans les 3 jours qui ont suivi sa sortie. Du coup, ça a beaucoup mieux marché. Et le fait de faire ça, juste de partager en fait. Quand vous aimez un livre d'auto-édition, partagez et laissez un commentaire sur Amazon. C'est con, ça prend 5 minutes, mais ça va aider l'auteur et ça peut prendre des proportions que vous n'imaginez pas. Et moi, c'est grâce à cet effet boule de neige justement que Six Pieds Sous Terre marche encore aussi bien, entre guillemets, aujourd'hui. Ok. Parce que j'ai vu que tu avais sorti une vidéo par rapport à ça. Et est-ce qu'entre la fin du confinement le 11 mai qui s'est arrêté et maintenant, tu as eu encore des ventes, une montée de ventes ou pas du tout? Ce que tu avais dit, c'est surtout l'e-book qui s'est vendu du coup pendant le confinement. Je sais. Du Ouais, c'est surtout l'e-book qui s'est vendu pendant le confinement parce que, bah, évidemment, se faire livrer, c'était compliqué. J'ai eu pas mal de brochets qui se sont vendus à la fin du confinement, mais je pense que c'est des gens qui avaient acheté le brochet pendant et qui ont été expédiés après. Et ça s'est un peu calmé après. Mais en moyenne, j'ai toujours une lecture sur l'abonnement Kindle ou une vente par jour. Donc, c'est hyper cool. Et du coup, tu parlais de l'abonnement Kindle justement parce que moi aussi j'ai une liseuse Kindle et c'est comme ça que je lis beaucoup d'auto-édité. Est-ce que l'abonnement Kindle, ça vous apporte autant qu'un achat ou ça se passe comment? Je sais pas si je dois Alors, le dire, comme si c'est quelque chose qu'on doit parler ou pas, mais c'est vrai que moi, en tant que lectrice, je suis curieuse de savoir si ça vous apporte autant ou si c'est mieux de l'acheter ou de. alors, ça dépend du nombre de pages du livre en fait. Quand tu achètes un e-book sur Kindle, l'auteur récupère 70% du prix. Donc moi par exemple, Six Pieds Sous Terre, il est à 3,99 €, donc je récupère 2 euros et des poussières. Il fait environ 400 pages, un peu plus de 400 pages. Et quand un lecteur le lit par l'abonnement Kindle, l'auteur est rémunéré à la page lue. Donc c'est Ok, 0,03 d'accord. centimes la page lue. Donc si quelqu'un lit mon roman en entier, je vais frôler les 3 euros. D'accord. Ok. Du coup, il n'y a pas une très grosse différence au niveau des centimes. Mais en termes de volume de vente, par contre, c'est quasiment la moitié de mes revenus. D'accord. D'accord. Alors, désolée, je regarde mes questions en même temps parce que j'ai préparé, ben, je ne les ai pas en tête. Tu parlais du coup de la bêta lecture tout à l'heure. Comment tu t'es organisée pour tous tes livres, que ce soit même pour le tome 2 de Six Pieds Sous Terre, comment tu t'es organisée pour choisir tes bêta lecteurs? Est-ce que tu en as beaucoup ou est-ce que tu en as sélectionné un petit groupe et que tu les as fait relire plusieurs fois le livre ou comment ça se passe justement? Alors, moi, j'ai la chance, enfin, j'ai 2 chances. La première, c'est d'être une bêta lectrice moi-même. Donc, j'arrive à bêta lire mon propre roman. Je ne sais pas si c'est très clair, mais Oui, comme je je vois suis ce que tu veux bêta dire. lectrice et que j'ai bêta lu beaucoup de romans et d'extraits, il y a un moment donné où j'arrive à prendre le recul nécessaire pour faire des corrections de fond. Après, il me faut quand même une lecture extérieure. Et du coup, j'ai ma meilleure amie qui a le compte Instagram de Cursed Writers, avec qui j'avais publié du coup un roman en maison d'édition, qui est ma bêta lectrice. Et pour le tome 2 de Six Pieds Sous Terre, Lucille Chaponnet a également été ma bêta lectrice. Il m'en fallait au moins 2 pour celui-là. D'accord. Et du coup, comment tu t'es organisée pour le temps d'écriture par rapport, parce qu'on a discuté pendant que tu écrivais le tome 2, est-ce que le fait, je sais pas comment expliquer, excuse-moi, Le parce que j'ai la confinement. question en tête, ouais, comment tu as géré l'écriture pendant le confinement? Est-ce que ça t'a permis, parce que je t'ai pas osé te demander si tu avais un boulot à côté de l'écriture ou quoi, et comment tu as réussi à gérer l'écriture de ton tome 2 par rapport à tout ça?
quand c'est le sujet de ton livre, on sait que c'est un peu... Parce que Ouais. même moi, voilà. C'était un peu compliqué au début parce que du coup, je me suis retrouvée confinée avec mon compagnon dans 45 mètres carrés avec mon chien. Et lui, il fait du télétravail. Donc, moi, je suis en freelance, donc en fait, le confinement dans ma vie, ça n'a pas non plus changé grand-chose, puisque je travaillais déjà de chez moi avant, et le week-end, j'allais dans un escape game, parce que je suis aussi game master. Donc ça, c'était quand même ma principale source de revenus, qui n'existe pas à l'heure actuelle, puisque les escape games sont toujours fermés. Et pendant 3 semaines, ça a été compliqué, je savais pas trop quoi faire, je commençais à tourner en rond. Et puis en fait, l'écriture est vite devenue le seul truc que je pouvais faire. Donc j'ai décidé de m'y mettre à fond. Et j'ai écrit la fin du tome 2, enfin même la plus grosse moitié du tome 2 en 15 jours. Ouais. Bah Voilà. écoute. J'y étais de 8h le matin à 20h le soir. Ah ouais, d'accord. Bah du coup, je pense que ce sera tout au niveau des questions. Je te remercie. Je te laisse le mot de la fin pour la vidéo. Voilà. Si tu as des Le trucs mot à de la dire fin, pour je défendre, ne sais pas. pour défendre l'auto-édition, donner envie aux gens de dire de l'auto-édition, enfin, je sais pas, je te laisse le mot de la fin. Et en fait, il faut voir l'auto-édition comme n'importe quel livre. Si vous avez un doute, lisez la 4e de couverture. Et si vous avez encore un doute, vous pouvez toujours lire les premières pages gratuitement sur Amazon. En général, ça vous donne une assez bonne idée de ce que vous allez trouver à l'intérieur. Et j'espère vraiment que vous essayerez au moins. C'est pas parce qu'on n'a pas un macaron de maison d'édition célèbre sur la couverture qu'on n'est pas des bons auteurs. Voilà. Ça va. Bah, écoute, je te remercie encore 1000 fois et je te dis à très vite. Rendez-vous le 12 juin, c'est ça pour le tome 2. C'est ça, le 12 juin. Voilà. Bah, je te fais de gros bisous et je te remercie encore 1000 fois. Ciao, ciao. Ciao. Oula, j'ai fait n'importe quoi. J'arrive pas à... Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à laisser un petit commentaire, un petit like ou à partager la vidéo. C'est quelque chose qui fait toujours plaisir. En attendant, moi je vous mets le réseau de Megara en barre d'infos et le lien Instagram aussi en barre d'infos. Petite info en plus, le 10 juin sur Instagram. On ne sait pas encore l'horaire, je vous préviendrai. Il y aura un live avec les lectures de Naé sur Instagram où on va notamment parler d'auto-édition en tant que lecteur. Donc du coup voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça à me le laisser en commentaire sur Instagram. Mais en attendant, je vous fais d'énormes bisous sur Instagram ou en commentaire YouTube aussi. Pardon, désolée. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.